Bonjour à tous, on attaque cette série de tests sur les objectifs Nikon par le plus petit, mais pas le moins intéressant, le petit 26 mm à ouverture f2.8. Alors c'est très léger quand on l'a en main, 125 grammes seulement, avec une toute petite lentille devant, c'est minuscule, c'est assez étonnant. Alors, est-ce que ça tient vraiment ses promesses? Bien sûr, c'est léger, c'est compact, mais quelle qualité on peut en attendre? Eh bien, ça va être tout l'objet de ce test. Allez, c'est parti pour les images. Alors je voudrais commencer par vous montrer quelques exemples de prise de vue avec ce 26 mm et le boîtier c'est le Z8 bien sûr. Eh bien écoutez, j'ai quand même été surpris par la qualité, y compris à pleine ouverture. Vous voyez, là je suis à 2.8, hein, et avec un temps de pause donc à 1/5 de seconde, hein, c'est quand même pas très rapide. Eh bien on est quand même sur quelque chose qui est très bon, très piqué, très détaillé. Alors bien sûr l'objectif est tellement léger que ça devient plus facile de se stabiliser, on ne bouge pas beaucoup, les muscles ne tétanisent pas, et on a quelque chose qui est déjà très efficace. Je vous montre 2-3 exemples. Voilà encore un autre exemple. Tiens, d'ailleurs, c'est amusant. Là, je me suis servi donc, de l'option IA générative pour supprimer ce que j'avais précédemment. Voilà, j'avais toutes ces voitures, et ça se fait en 2 clics, hein, c'est assez surprenant, et on arrive à ça. Ça recompose pas mal de choses, c'est quand même dingue cette histoire-là. Il faudra que je vous en parle d'une façon un petit peu plus précise, juste en 2 mots. On le retrouve ici, dans le module développement, quand vous allez sur supprimer, et vous avez amélioration de l'objet, et vous allez pouvoir IA générative. Donc vous allez pouvoir ensuite choisir si vous voulez supprimer par exemple ça, là, tiens, hop là, tac, voilà, appliquer. Et voilà, on arrive à une image qui est vraiment très propre, très rapide, c'est d'une efficacité incroyable. On passe, bien sûr, c'est pas l'objet de ce film, on pourra y revenir si vous le souhaitez, vous me demandez-moi ça dans les commentaires, on pourra développer un petit peu, mais pour l'instant on regarde donc ce 26 mm, et là encore, je suis bluffé par la qualité. On est à 1600 ISO, donc il y a un petit peu de bruit dans l'image qui est pas du tout désagréable, j'agrandis à 100%, mais regardez ce détail. On est à 3.2, hein, on n'est pas tout à fait à la pleine ouverture, donc on va voir tout à l'heure quelles sont les meilleures ouvertures. C'est pas bien sûr la pleine ouverture, mais on a déjà énormément de piquets de détails presque à la pleine ouverture. On a vraiment quelque chose de qualitatif, et encore une fois tellement léger qui est facile à stabiliser par soi-même. Il suffit de mettre un peu les coudes le long du corps, et on ne bouge pas beaucoup, vous s'appuyez sur un petit muret, voire même à main levée, c'est tellement léger que c'est très pratique. On va essayer de trouver une autre photo. Alors voici un autre exemple, 2005 ISO, toujours à la pleine ouverture, f2.8. Et vous voyez que si j'agrandis encore fortement, l'image est quand même très détaillée, très piquée. On a vraiment quelque chose qui est tout à fait exploitable, qui est assez joli. Et cette dernière image, pour vous montrer aussi le détail, le piqué que l'on a, regardez, c'est surprenant, on a vraiment quelque chose qui est assez remarquable. Moi, franchement, déjà, le premier abord, cet objectif, il est petit, il est compact, il coûte pas trop cher, et écoutez, il est détaillé, piqué, à souhait, y compris à la pleine ouverture. Mais vous allez me dire que cette focale 26 mm, elle est très proche des images que l'on peut faire avec un smartphone. Et je vais vous montrer à l'instant 2 images prises à une ouverture un petit peu plus fermée, avec un iPhone et ce 26 mm sur le Z8. Vous allez voir que c'est quand même 2 choses assez différentes. Parce que c'est vrai que si on a la même focale, on a à peu près la même chose là, au niveau de la focale utilisée, hein, 26 mm, on est très proche de ce que fait un iPhone, là en l'occurrence un 14 Pro Max, sur le capteur principal, mais le rendu n'a quand même pas grand chose à voir. Alors si on agrandit l'image à peu près dans le même ratio, donc je suis à 190% d'un côté et 100% de l'autre, donc on est presque du simple au double pour avoir à peu près le même agrandissement. Vous voyez que là on est dans un autre monde, ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer les 2 images. D'un côté on a quelque chose qui est encore très précis, très détaillé, qui est doux. L'image est brute, hein, des 2 côtés, hein, elles ne sont pas travaillées du tout. Et même si on regarde les images dans leur taille d'origine,
je vous assure qu'à l'écran, c'est vraiment très très visible. La colorimétrie n'est pas du tout la même. Il y a vraiment une tendance très jaune sur l'iPhone. Pour moi qui était sur la scène, on est quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, identique à ce que j'ai vu avec les yeux, même si c'est une petite tendance bleutée avec le Z8. Bon, tout ça se corrige, bien sûr, mais c'est vraiment dans la matière que l'on peut ressentir dans l'image qui est face à vous. D'un côté, on a quelque chose qui est presque palpable, avec une tridimensionnalité, avec des effets de plan, etc. Et puis une image de l'autre côté sur l'iPhone qui est plus plate, qui n'a pas beaucoup de matière. On a un peu la différence que j'avais constatée avec l'essai du Fuji moyen format par rapport à de l'APS-C ou du plein format, où on avait tellement d'informations sur le moyen format qu'on avait aussi cette densité, ce côté un petit peu charnel de l'image. Et bien là on retrouve cette même différence, même je dirais amplifiée, entre un Z8 équipé d'un tout petit objectif, le 26 mm à 500 balles, et puis l'iPhone 14 Pro Max. Bon, c'est pas le 15 ou le 16, je ne les ai pas encore ceux-là, mais je pense que ça ne changerait pas grand-chose. C'est simplement pour vous signifier qu'il y a une vraie et belle différence entre une image faite avec un smartphone, y compris les plus performants du marché, et un petit objectif monté sur un joli boîtier. Alors tâchons de décrypter un peu maintenant la différence qu'il peut y avoir lorsqu'on ferme un peu cet objectif. Alors déjà à gauche, à la pleine ouverture, f2.8, on voit quand même qu'il y a du vignettage. C'est quelque chose que l'on corrige assez facilement d'ailleurs sur les logiciels de montage, que ce soit Lightroom ou autre chose. Donc c'est pas forcément un vrai problème. Et puis on voit tout de suite qu'à f4 déjà, ben, ça a totalement disparu. Donc ça c'est une bonne chose. Qu'en est-il du piqué de l'image? On va regarder ça au centre, comparer les deux images. Je vais d'ailleurs monter un petit peu, on va passer à 200%, ça sera plus visible pour vous. Donc on est à 200%, un poil plus, pour s'apercevoir que, eh bien, il y a encore un petit gain, un petit gap au centre de l'image entre le 2.8 et le 4. C'est assez notable, même si c'est pas non plus renversant. Déjà 2.8 c'est très très convenable, on a vraiment quelque chose qui est vraiment de qualité. C'est bien sûr un peu plus notable sur les bords de l'image. Évidemment, quand on ferme un peu plus à f4, on a une image qui est plus homogène, qui est plus piquée et définie. Qu'est-ce que ça donne si on ferme encore un petit peu plus? Eh bien, la comparaison entre f4 et f5.6 est assez édifiante. Au centre, c'est strictement identique, donc on ne gagne plus à partir de l'ouverture f4. Mais sur les bords, c'est pareil. Donc on va dire que cet objectif atteint sa plénitude dès l'ouverture f4. On va voir un petit peu sur d'autres images qu'il en est. Et on va vérifier là encore la montée de qualité avec la fermeture du diaphragme. Donc à 2.8 et à 4. Donc je vais tout simplement agrandir cette image. Et on voit qu'on a un léger mieux quand même à f4, ça se confirme bien, plein centre, même si le 2.8 est quand même déjà vraiment très bon. Hein. Je vous rappelle qu'on agrandit quand même fortement l'image. Donc là, pas de souci, le f4 est un petit peu meilleur. Voyons voir dans les angles ce que ça peut donner. On va aller chercher l'extrême angle de l'image. Hop, voilà. Voilà les deux angles droits supérieurs de l'image, toujours à 2.8 à gauche et à 4 à droite. Alors, c'est un petit peu mieux à f4. Bon, l'image se dégrade quand même, hein, il faut être honnête. Il y a un petit halo qui se crée, c'est un petit peu moins précis. Le micro-contraste est un petit peu moins marqué. Donc, bon, ben voilà, c'est à prendre en considération. Si je ferme davantage, là, on est à 5.6, on voit que l'image s'améliore très nettement. Donc, pour avoir une belle image homogène, il faut au moins fermer à 5.6. On a vu qu'au centre, c'était pas forcément utile, mais on voit bien que dans les angles, dans l'extrémité de l'image, c'est quand même beaucoup mieux. Et par contre, 8 n'apporte pas forcément énormément de plus par rapport à f5.6. Donc déjà à 5.6, vous aurez une image qui sera la plus homogène possible sur cet objectif et qui sera de qualité vraiment très très bonne. Alors on le sait, il y a certains objectifs qui ont un comportement un peu différent si le sujet de l'image est relativement proche ou s'il est très lointain. Donc là, on a vu des exemples assez proches. Voyons voir ce qu'il en est sur les lointains. Donc là, on va prendre un petit peu les éoliennes. On va passer en deux images. Voilà, donc à gauche, je suis à 2.8 et à droite à 4. Agrandissons fortement l'image. Hop, voilà. Alors on va un bon exemple parce qu'on a à la fois de la forêt très détaillée et puis du lointain avec les éoliennes. Ben, pour s'apercevoir que là, honnêtement, il faut
Je serais bien incapable de vous dire s'il y a une image qui est meilleure que l'autre. Dans le lointain, dès la pleine ouverture à 2.8, on est parfait, on est au top. Je vais monter un petit peu au-delà de f4. Voilà, f5.6. Là, allez, en étant vraiment chipoteur, comme disent mes copains belges, on a une petite chouille de mieux sur le f5.6 en lointain. Mais enfin, franchement, je remets l'image dans son intégralité et vous voyez que non, c'est anecdotique, hein. C'est pour dire qu'il y a une petite différence. C'est vraiment très 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 minime. À 8, on gagne peut-être là aussi encore un tout petit peu. Donc assez classiquement, si vous voulez faire du paysage, vous allez fermer à 8. Quand il y a de la lumière, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous êtes embêté ou vous oubliez de changer votre diaphragme, même à 2.8, vous aurez déjà une très belle image, si ce n'est avec un petit peu plus de vignettage. On le voit, mais c'est à la marge et ça se corrige toujours très bien. Donc en premier plan, cet objectif a une toute petite faiblesse à 2.8 qui est vite corrigée à f4. En lointain, franchement, dès la pleine ouverture, c'est top. Alors, autre comparaison qui peut peut-être vous intéresser, parce qu'on peut aussi se dire, sur un objectif série S, y compris un zoom, comme le 14-30 série S, on pourrait avoir quelque chose qui est d'encore meilleure qualité. Alors là, j'ai mis à pleine ouverture sur le 14-30, f4, et donc à f4 aussi sur le 26 mm, puisqu'on a vu que de toute façon, entre 2.8 et 4, sur les lointains, il n'y avait pas beaucoup de différence. Moi, j'adore ce 14-30, hein, c'est vraiment un de mes objectifs préférés, à la fois pour le paysage, l'architecture, et donc regardons un petit peu ce que ça donne. Voilà, agrandi à 200% de chaque côté. On s'aperçoit déjà d'une que c'est déjà très bon. Je vous rappelle, on est à 200%, mais que globalement, si je mets les deux images vraiment côte à côte, on a quelque chose qui est assez proche, si ce n'est que je mettrai quand même un tout petit peu plus de précision, de définition, de piqué sur le 26 mm, et oui, sur l'objectif le moins cher, c'est un petit peu meilleur. Alors certes, c'est une focale fixe, c'est pas un zoom, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un objectif à 580 € contre un 14-30 qui est bien sûr avec un zoom ultra grand angle, avec d'autres capacités, d'autres possibilités, mais si intrinsèquement on ne s'attache qu'à la qualité optique et au résultat obtenu, le 26 mm est supérieur à cette focale-là. Alors vous pourriez me rétorquer à juste raison que le zoom était à la pleine ouverture, à f4, donc forcément toujours un petit peu moins bonne, donc là je l'ai fermé d'un cran à 5.6, et bien pour m'apercevoir que effectivement on progressait légèrement sur le 14-30 pour atteindre grosso modo à peu près la qualité du 26 mm. C'est quand même une belle performance, je trouve, de ce petit objectif à un coût modéré, de tenir la dragée haute à un zoom. Certes, c'est un zoom, mais c'est quand même de la série S, hein, le 14-30 f4. Alors j'ai voulu voir aussi ce que pouvait donner cette espèce de proxy photo, puisque c'est un objectif qui a une mise au point minimum qui est très faible, à 20 cm. Ça permet déjà d'avoir vraiment un bokeh assez profond, assez marqué. Vous voyez que là je suis assez près de ma copine Gigi, et que l'arrière-plan est déjà bien flouté. Je suis à f4, je ne suis pas tout à fait à pleine ouverture, et c'était pour vous montrer un petit peu la différence de bokeh entre le f4 et le f2.8. Et voilà, f2.8, et là on a vraiment des ronds de bokeh qui sont jolis, qui sont harmonieux, quelque chose qui est agréable à regarder. Vraiment, j'étais assez surpris. Alors certes, je suis très près du sujet principal, il faut qu'on puisse se mettre aussi près de son sujet, mais si on peut, vous voyez qu'on a vraiment une séparation des plans qui est assez notable. Toujours ce vignettage qui est assez marqué. Je vous remets l'image à f4, on voit bien que les angles s'éclaircissent fortement. Bon, ça, une fois de plus, ça se corrige en logiciel, toujours très bien. Et puis, toujours cette très très belle définition. Franchement, on a vraiment énormément de précision, de détails. C'est assez incroyable. Regardez ça, les cils de ma girafe, là, ils sont vraiment très très bien représentés à 200%. Je suis vraiment extrêmement étonné par cet objectif et la qualité qu'il en ressort. Il n'est pas forcément très très aimé cet objectif, il ne se vend pas non plus en quantité très importante, d'après Christian Cromaria de Camara Cournon. Et je suis assez étonné parce que c'est quand même très compact, très facile à emmener, on peut l'avoir dans la poche, sans sac photo, et ça rend quand même de sacrés services. Avouez quand même que c'est pas évident de trouver autant de versatilité sur un petit objectif et une telle qualité surtout. Je vous montre un dernier petit exemple avant la conclusion sur les qualités en mode vidéo. Alors en vidéo
peut-être encore plus qu'en photo, cet objectif m'a scotché. Regardez un petit peu la qualité. Alors j'ai pris le top du Z8, 60 images secondes, suréchantillonné à partir du 8K en 4K, mais ça reste vraiment incroyable de qualité, avec des arrière-plans bien floutés, c'est magnifique, c'est très léger, très facile à équilibrer sur un gimbal. Bref, que de qualité pour un petit objectif. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la conclusion de cet essai du Z26F2.8, petit objectif fort attachant avec des qualités optiques certaines. J'ai été assez surpris, je ne pensais pas avoir une possibilité de comparer ça à d'objectifs plus ambitieux et plus chers. Eh bien c'est le cas, si on sait se limiter à cette focale de 26 mm, c'est quand même très agréable à emporter dans une poche ou un tout petit sac photo. C'est polyvalent, on peut s'en servir en photo de rue, bien sûr, en reportage ou en photo familiale. C'est une vraie alternative à un smartphone. Certes, le boîtier derrière, il fait aussi pour beaucoup. Un Z8, c'est quand même pas non plus un iPhone. Mais la qualité optique de cet objectif ne vous décevra pas et vous permettra d'avoir des photos fort différentes de ce qu'on peut faire avec un smartphone, y compris les hauts de gamme. On peut éventuellement penser à utiliser cet objectif sur des formats APS-C. Alors certes, Nikon a une offre assez réduite dans ce format et qui commence à vraiment dater. J'attends vraiment beaucoup de la fin d'année 2024 et des annonces qui pourraient être faites dans ce format, parce que là franchement il y a vraiment beaucoup de travail à faire de la part de Nikon pour rattraper la concurrence. Et si on a déjà un Z30, un Z50, ce 26 mm devient l'équivalent d'à peu près un 39 mm, mais là il entre directement en concurrence avec le 24 mm DX f1.7 qui est certes 10 grammes plus lourd, mais d'un prix de 319 €. Là, on est tout à fait dans la même cour. Donc, si vous avez un boîtier APS-C, oui, vous pourrez utiliser cet objectif-là, l'acheter spécifiquement pour l'APS-C, en tout cas avec les boîtiers APS-C que Nikon propose à l'heure actuelle, non, ça sert à rien. Il n'empêche que, on l'a vu, en photo et peut-être plus encore en vidéo, c'est un objectif qui rend beaucoup de services. J'ai eu vraiment aucune difficulté à l'équilibrer sur mon gimbal et ça permet d'avoir un stabilisateur qui n'est pas un enclume à tenir dans les bras, qui ne fatigue pas trop l'opérateur, et c'est en cela que ça devient intéressant. Comme en plus le bokeh, le fondu d'arrière-plan est plutôt bon quand on est assez près de sa cible, ça peut rendre là aussi beaucoup de services. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur cet objectif. N'oubliez pas qu'il y en a pas mal d'autres qui arrivent. Le prochain film traitera des 35 mm avec la comparaison entre f1.4 et f1.8, et le suivant, les 50, toujours avec cette comparaison entre f1.4 et f1.8. Je ne vous parle pas du reste des sujets de la chaîne, il y en a encore beaucoup qui sont en préparation. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!